Alors, on va parler un tout petit peu de l'espace-temps newtonien pour voir ce qu'apporte la relativité restreinte. Donc, je fais un cinquièmement là, un peu rapide, loi de la physique et espace-temps newtonien. Donc, les lois de la physique, on les a déjà écrites tout à l'heure. Hein, c'est ma égale F. Essentiellement, il y a la loi d'inertie. Donc, qui dit que V égale constante s'il n'y a pas de force, en fait. Hein. Donc, la notion première, c'est la notion de liberté. C'est très bien, ça. C'est-à-dire un corps libre, c'est un corps sur lequel s'exerce aucune contrainte, aucune force. Et dans ce cas, la loi d'inertie nous dit que s'il est au repos, ben, il reste au repos. S'il y a une certaine vitesse, il la garde. Et donc, on a un mouvement rectiligne uniforme. Et donc, effectivement, c'est la loi centrale qui est une évidence. Hein. Si un corps qui est au repos, sur lequel on ne fait rien, se mettait à bouger, ça nous paraîtrait vraiment très étrange. Donc, vraiment, c'est le cœur de notre intuition physique. C'est que pour qu'un corps change son mouvement, il faut faire quelque chose. Il faut appliquer une force de façon... et du coup, on définit la force comme étant ce qui fait changer la vitesse. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'idée que normalement la vitesse c'est un truc constant. Si c'est 0, c'est 0. Si c'est une certaine vitesse, ça la garde parce que dans le référentiel en question, il y a toujours un référentiel dans lequel le corps serait au repos. Dans ce référentiel-là, il est au repos, il y reste s'il n'y a pas de force. Bon. Alors on a vu le problème que posait la question de définir un mouvement rectiligne. Il y a un autre problème dans le mouvement rectiligne uniforme, c'est l'uniforme. Qu'est-ce que ça veut dire uniforme en fait? Et c'est là où il y a le temps en fait. Ça veut dire qu'on parcourt la même distance dans un même intervalle de temps. Mais c'est quoi le temps? Alors personne ne sait ce que le temps, moi le dernier, mais il y a une modélisation du temps, évidemment. Alors c'est quelque chose qu'on ressent, qu'on perçoit. Bon, qu'est-ce que le temps? Mais qu'est-ce que l'espace? C'est pareil. Hein, si on voulait vraiment creuser, c'est quoi l'espace? Mais le temps, c'est quelque chose qui intuitivement nous donne la perception ou le sentiment ou l'idée qu'il y a des choses qui existent maintenant et puis il y a des choses qui ont existé dans le passé et qui n'existent plus. C'était avant. Et puis il y a des choses qui existeront plus tard et elles n'existent pas encore. Ce sera plus tard. Donc il y a une espèce d'ordonnancement comme ça, spontané, intuitif, enfin en tout cas... c'est une idée qu'on a, que la réalité physique est un ensemble d'événements, comme on l'a dit tout à l'heure, mais que tous ces événements n'ont pas lieu au même moment. Et que ce n'est pas la même chose que d'être et d'avoir été. Et que être au plein sens du terme, c'est être maintenant. Et que ce qui fait vraiment partie de la réalité physique, c'est tout ce qui en fait partie là, maintenant. Alors quand je dis là, maintenant, quand j'ai commencé ma phrase, c'est déjà plus, mais n'empêche, on a cette idée-là qu'il y a des choses qui ont été au plein sens du terme, et elles ne sont plus au plein sens du terme. Et ce qui est au plein sens du terme, c'est ce qui est là, maintenant. Donc il y a dans l'ensemble de tout l'être du monde, il y a des tranches temporelles, en quelque sorte. L'espace, c'est ce qui permet de distinguer des choses qui coexistent. Donc, il y a ce stylo et celui-là. Ils existent en même temps, ensemble. Ils coexistent. Mais ils ne sont pas la même chose et ils ne sont pas au même endroit. Et en fait, l'espace, c'est précisément ce qui les tient à part l'un de l'autre, ce qui me permet de les distinguer alors même qu'ils coexistent. S'il n'y avait qu'un seul point, je ne pourrais même pas distinguer des objets. Donc l'espace permet de distinguer des choses qui coexistent. Le temps distingue des choses qui ne coexistent pas, en fait. Au contraire, c'est ce qui nie la coexistence des choses. Maintenant et dans une heure, ça ne coexiste pas. Si l'un existe, l'autre n'existe pas encore ou plus. D'accord. Donc il y a cette idée de temps.
Et on a tous l'idée que le temps passe, et quand on s'intéresse au mouvement des corps, par exemple, et quand on dit, par exemple, un corps libre a une trajectoire rectiligne uniforme, trajectoire, ça veut dire c'est un ensemble de points dans un espace, donc il est là, puis après il est là, puis il est là, puis il est là. Et quand je dis puis, c'est-à-dire c'est un instant suivant, puis plus tard, et donc il y a un truc qui passe, et donc pour Newton, il y a l'idée qu'il y a un temps comme ça, absolu, qui fixe, enfin, qui donne à chaque événement du monde une date, qui est ce qu'elle est. C'est-à-dire qu'il y a un espace-temps pour Newton. Il y a de l'espace et du temps, donc il y a de l'espace-temps. Mais le temps, donc si je définis les points de l'espace-temps comme des événements, comme toujours, comme en relativité aussi, sur l'ensemble de ces événements, le temps est une fonction qui, à chaque point, attribue un nombre qui est l'instant où il se produit, son instant à lui. Et ce truc-là est défini sur l'ensemble des événements, et du coup, je peux ordonner les événements par tranche de simultanéité, c'est-à-dire, je vais dire, voilà, alors du coup je le fais à une dimension de moins, ça c'est l'ensemble, enfin jusqu'à l'infini, c'est un plan, c'est l'ensemble des événements de l'espace à un instant donné. À l'instant t1, voilà le monde. À l'instant t2, voilà le monde. À l'instant t3, voilà le monde, etc. Et donc, l'espace-temps newtonien, c'est ça, c'est un ensemble d'événements dans lequel chaque événement est associé à une date t. Donc, alors, formellement, on verra comment l'établir. On va avoir une variété, un espace, disons un espace géométrique, on définira ce que c'est, dans lequel on va définir un atlas, on verra ce que c'est, dans lequel on va définir une connexion, on verra ce que c'est, dans lequel on va définir, enfin, il y a défini un temps qui est un temps absolu, qui est une fonction, encore une fois, le t, c'est une fonction de l'espace dans R, qui à chaque point P de l'espace associe son temps, son instant, l'instant auquel il se produit. Et du coup, on peut effectivement découper l'espace-temps en tranches comme ça, avec tout l'espace à différents instants. Mais du coup, si vous réfléchissez bien, ça veut dire que ce point-là, il appartient à cet espace-là, l'espace à l'instant t. Comment vous faites le lien entre ce point-là et celui-là ou celui-là? C'est un autre espace, d'accord? Justement, ça ne coexiste pas. Dans une tranche temporelle, à un instant donné, il y a l'espace. Alors c'est pareil, qu'est-ce que c'est, etc. Mais on a cette intuition, c'est l'espace. Alors pour Newton, l'espace, donc on a des tranches d'espace, enfin on a des espaces instantanés, et l'espace instantané pour Newton, c'est l'espace euclidien, c'est-à-dire l'espace affine d'espace vectoriel R3 avec une métrique, enfin le théorème de Pythagore, quoi, dx2 plus dy2 plus dz2, si on choisit les bonnes coordonnées. Évidemment, on peut choisir d'autres coordonnées, mais il existe des coordonnées, c'est-à-dire des façons d'attribuer des nombres à des points ou des points à des nombres, telles que la distance entre deux points, c'est delta x carré plus delta y carré plus delta z carré, enfin racine de ça. Ok. Donc, c'est l'espace. Donc, l'espace-temps de Newton, c'est une collection d'espaces euclidiens 3D, un par temps, un par instant, pardon, un par valeur de t. C'est-à-dire, sur l'espace-temps à 4 dimensions, l'ensemble des événements de l'univers depuis toujours jusqu'à toujours, ça c'est l'espace-temps de Newton. Dans cet espace-temps, il existe une fonction qui, à chaque événement, associe un nombre. C'est la seule particularité. Et donc, du coup, je peux choisir de... Enfin, je déclare simultané
les événements qui ont la même valeur de t. Et ça constitue donc une hypersurface dans cet espace à 4 dimensions qui a 3 dimensions. Et Newton dit, parce qu'on le constate, que cet espace est un espace euclidien 3 dimensions. Très bien. Et vous voyez donc à 2 instants différents, ce n'est pas le même espace. Alors, qu'est-ce qui permet de relier? Qu'est-ce qui permet de dire que, voilà, j'ai ce corps qui est là, il y est encore, c'est le même point. C'est le même point. En fait, c'est lui qui définit que c'est le même point. Je dis que c'est le même objet. C'est pareil, qu'est-ce qui m'autorise à dire que c'est le même objet? Ça, c'est un truc, si on voulait vraiment creuser, qu'est-ce qui m'autorise à dire que c'est le même? D'abord, il y a un truc très bizarre qui s'appelle la mémoire. C'est-à-dire, je me souviens de l'avoir vu là avant, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je m'en souviens maintenant, en fait. Tout est donné dans l'instant. Même mon souvenir, il est exprimé maintenant. Je le perçois maintenant. Je perçois que j'ai l'impression qu'il y a eu un avant et que le truc était là. Et que c'était le même truc. Vous voyez qu'on est en train d'architecturer le monde d'une façon qui vous paraît complètement triviale, mais quand on y réfléchit 2 secondes... qu'est-ce qui nous permet d'identifier cet objet comme étant un objet? C'est justement le fait qu'on peut non seulement l'identifier, mais on peut le réidentifier. C'est-à-dire que c'est encore le même, et le même. Donc c'est la réidentification des choses qui donne aux choses leur qualité d'être une chose identifiée. Enfin, le langage tourne forcément en boucle, puisque le langage traduit la façon dont on conçoit le monde. Et voilà comment on le conçoit. Donc il nous est donné comme ça, et la physique classique, c'est juste une formalisation de ça. Donc, il y a un espace, il y a un temps, on a une perception d'instantanéité, enfin, on a une idée d'instantanéité, parce qu'on ne perçoit jamais l'instantanéité. Je suis persuadé qu'il se passe quelque chose là-bas dans le bureau de tabac en ce moment. Je peux y aller, mais le temps que j'y sois, ce ne sera plus maintenant. Donc, tout ça, c'est une construction. Mais enfin, ça marche bien. En fait, c'est juste ça. Hein. On a une représentation du monde qui permet de décrire l'ensemble de ce qu'on voit, de ce qu'on perçoit, de ce qu'on ressent. Et jusqu'à une date assez récente dans l'histoire de l'humanité, cette perception du monde, elle correspond, c'est notre intuition physique, elle correspond à cette idée-là, avec bien sûr du temps, bien sûr de l'espace, et il y a effectivement une connexion entre l'espace à un instant donné et l'espace à un autre instant donné. Cette connexion, elle nous paraît évidente de la même façon que cet objet, c'est le même que maintenant et que tout à l'heure, et que c'est cet objet, c'est un objet. Même si, en tant qu'événement dans l'espace-temps, ce que j'appelle un objet, si je représente même à une dimension x et t, dans l'espace-temps, un objet, s'il est de là à là, en fait, l'objet, c'est tout ça, quoi. Enfin, depuis que ces atomes ont été assemblés, il y a un moment, il y a eu un truc, et puis à un moment, là, je l'ai débouché, tac, il y a un bout qui est parti là, il y a un bout qui est parti là. C'est des trajectoires dans l'espace-temps, tout ça. Mais j'identifie un objet comme étant un objet, de même que j'identifie ce point-là comme étant ce point-là. Et là, et donc, ça veut dire que je fais une correspondance entre cet espace euclidien 3D à l'instant T1 et cet espace euclidien 3D à l'instant T2. Je dis que ce point-là, c'est celui-là, parce qu'en fait, j'ai posé un corps là, et puis là, le même corps, le corps que j'identifie comme étant le même corps, il est là, et puis il est là, donc je dis en fait, c'est le même point, et ça me permet de l'identifier. Oui. Mais si ça dépend de notre delta T. Alors, delta T, c'est ça, c'est T2 moins T1. Qu'est-ce qui dépend de notre delta T, alors? Par exemple, si je redécoupe encore en temps... Ouais, je mets un temps intermédiaire ici. Et je sais pas, mon point là, il a bougé, mais ensuite il est revenu au même endroit. Ah oui, d'accord. Mais je le reconnais toujours comme étant le même corps, et donc je vais dire que voilà sa trajectoire dans l'espace-temps. D'accord? Mais justement, d'accord, si j'identifie qu'il a bougé, c'est que je me réfère à quelque chose dont je déclare qu'il n'a pas bougé. Et donc, vous voyez exactement apparaître ici, la notion à laquelle je voulais en venir, la notion de référentiel. C'est-à-dire que dire que ce point-là, c'est celui-là, c'est choisir un référentiel. Vous posez un corps... Et ce qui définit un référentiel, ce n'est pas un truc arbitraire, c'est un objet.
c'est un corps physique. Voilà, lui, c'est un référentiel, parce qu'il est là, il est là, il est là. Par définition, vous dites qu'il reste au même endroit. Alors, si vous avez qu'un point, il pourrait être tournant, le référentiel, mais si vous avez un corps physique à 3D, vous dites, voilà, ce corps-là, l'ensemble de ces points établissent une correspondance de tout l'espace. Et dès lors que lui, je dis que lui, maintenant, c'est le même qu'avant, qu'il est au même endroit, c'est son référentiel. C'est-à-dire, quand je dis c'est son référentiel, ça veut dire que je considère qu'il n'a pas bougé. C'est-à-dire, j'identifie les points où il est maintenant, au point d'où il est là, maintenant, à l'instant d'après. Et du coup, je dis que c'est les mêmes points. Alors, comme on a un espace affine, et qu'à partir de chaque point, on peut construire tous les autres points, donc un objet définit une correspondance entre les points de lui, bien sûr, par définition. Je considère que c'est les mêmes points, c'est lui. Mais il définit aussi une correspondance entre tous les autres points ailleurs, partout dans le monde. Parce qu'entre ce point-là et ce point-là, il y a ce vecteur-là, V. À partir de ce point-là, il existe un unique point tel que de ce point-là à l'autre, il y a le même vecteur V. Donc un corps physique définit l'espace à chaque instant et permet d'identifier des points à différents instants comme étant le même point. Mais bien évidemment, si je change de corps, alors sauf si c'est deux corps qui sont au repos l'un par rapport à l'autre, auquel cas ils définissent le même espace, mais si maintenant je prends un corps, comme vous disiez par exemple, je prends un corps je prends ce corps-là, mais en fait, enfin non, je prends un autre qui est là, et en fait, ce corps, il bouge par rapport à celui-là. Du coup, il va se retrouver là, puis il va se retrouver là, mais je fais la même procédure. Ce point-là, enfin ce vecteur-là, c'est le même que celui-là, ce point et ce vecteur AB, c'est le même ici, enfin AB, enfin, j'en fais 3, voilà, qui forment une base de l'espace, enfin ici 2 à 2D, et je dis que c'est le même. Et de même, une fois que j'ai lui, enfin lui, il me définit tous les points avec un vecteur, et donc de lui, je définis le même point avec le même vecteur. Voilà. Donc chaque corps définit un espace complet. Et c'est quoi le principe de relativité? C'est dire que cette façon d'associer un point d'ici à un point de là, c'est pas le même espace de toute façon, c'est pas le même endroit, c'est pas le même instant, enfin c'est pas le même instant, je veux dire. Donc ça n'a aucun sens de dire que c'est le même endroit. Justement, le temps, c'est précisément ce qui nous dit, c'est pas le même endroit dans l'espace-temps, c'est pas le même élément de réalité. Mais ce corps me permet de dire que ce point-là, c'est le même que celui-là, ok? Et lui me permet de dire que ah non, en fait, c'est celui-là qui est le même que celui-là. Du coup, en fait, celui-là, c'était le même que celui-là, etc. Mais c'est tout aussi légitime. Le principe de relativité nous dit, la chose la plus simple qui soit, c'est que l'espace-temps, c'est ça, et là-dedans, on fait des associations qu'on veut. Pour comment ça pourrait changer la physique? Ce qui se passe, ça se passe. Nous, on décide de dire que c'est ce corps-là qui va faire l'identification entre les points. Le monde, il n'en sait rien. C'est-à-dire cet objet qui est en train de se déplacer parce qu'il y a des forces ou pas de forces, au contraire, qui va tout droit, etc. Il se fiche bien de savoir quel point j'ai décidé de dire que c'était le même. De toute façon, c'est arbitraire. Donc le principe de relativité énoncé par Galilée, c'est que les lois de la physique sont les mêmes, quelle que soit l'identification qu'on fait. Mais c'est vrai qu'il y a une restriction, et cette restriction, c'est à condition que les corps qu'on choisit, alors constituent des référentiels galiléens, mais par définition, c'est-à-dire il faut qu'ils soient en translation uniforme les uns par rapport aux autres. Alors ça ne suffit pas pour être un référentiel galiléen. S'il y en a un qui l'est, alors tous les autres sont en translation uniforme par rapport à lui. Mais s'il y en a un qui ne l'est pas, tous ceux qui sont en translation uniforme par rapport à lui ne le sont pas non plus, mais ne le sont pas de la même façon. C'est-à-dire que vous connaissez les forces d'inertie qui vont apparaître dans les autres seront les mêmes. Donc quelque part, ils sont quand même équivalents, tous, les uns. Alors, pourquoi cette restriction? Simplement parce que la loi d'inertie qui nous dit si F égale 0 et que le corps est au repos, il reste au repos, ou sa vitesse reste uniforme, ne peut pas être vrai dans tous les référentiels. C'est ce que j'ai montré tout à l'heure. Ce corps-là est au repos, il reste au repos. Oui, mais pas par rapport à moi qui vient de bouger.
enfin, et qui est un mouvement... Si je suis en translation uniforme, ça reste vrai. Il reste en translation uniforme. Mais si j'accélère, je ralentis, lui, il va accélérer et ralentir aussi, alors qu'il ne se passe rien. Donc, ça ne peut... Si c'est cette loi-là, la loi du monde, ça ne peut pas être vrai dans tous les référentiels. Bon, très bien. Mais dans des référentiels en mouvement de translation uniforme. Bon, en tout cas, donc voilà ce qu'il en est pour l'espace sans Newton. Et il y a une petite chose intéressante. Alors oui, on était parti de... c'est quoi un mouvement rectiligne uniforme? Alors uniforme, ça veut dire quoi? Ça veut dire effectivement que ça ne suffit pas d'avoir une trajectoire rectiligne. Voilà une trajectoire rectiligne. Cette trajectoire, je peux la parcourir de façon uniforme ou pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, si j'ai l'idée d'un temps absolu qui est là, qui est ce qu'il est, qui est objectif, Newton, je crois, dit le temps absolu, vrai et mathématique. Voilà. Il y a une fonction t, mais vous allez voir qu'il y a une espèce de contradiction interne qu'on pourra lever grâce à la relativité générale, d'ailleurs. C'est qu'on dit que le temps lui-même est uniforme. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il s'écoule uniformément. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les secondes, il s'est passé une seconde? Oui, par définition. Mais si je fais un changement de coordonnées temporelles, et qu'au lieu de t, je prends t au carré. Du coup, des intervalles réguliers dans cette variable-là, ça va faire des intervalles irréguliers dans cette variable-là. Et pourtant, c'est la même description du monde. Ce t-là, cette fonction t, je peux la transformer. Tant que c'est monotone, histoire que ça ne revienne pas en arrière, encore, je peux changer. Et à ce moment-là, d'un seul coup, le temps, il est plus uniforme. Pourtant, c'est le même monde. Alors, c'est simplement l'idée qu'il existe une notion de durée qui a un sens véritable, qui a un sens physique, et qu'on va appeler un temps uniforme, ou une bonne coordonnée temporelle, si vous voulez. Une coordonnée telle que T2 moins T... Si je fais le nombre T2 moins le nombre T1, ça fasse justement un truc qui est la durée en tant que chose objective qui existe entre les deux. Mais c'est quoi cette durée objective? En fait, c'est très lié à la loi d'inertie, oui, c'est ça, à la loi d'inertie, celle-là, c'est qu'il existe un choix de coordonnées temporelles tel que, effectivement, si je lance un corps sur lequel il ne s'exerce aucune force, il va avoir une trajectoire rectiligne uniforme. Si je change de coordonnées temporelles, ce ne sera plus uniforme, mais ce sera quand même rectiligne. C'est-à-dire que voici une droite. Disons que c'est ça la trajectoire. Je peux la parcourir. Alors, je vais faire un tic à chaque seconde, ou à chaque battement de mon temps absolu. Voilà. Donc ça, c'est ça. Quand je dis je vais à vitesse uniforme, c'est ça que ça veut dire. Je parcours la même distance pendant le même instant. Maintenant, si je change de coordonnées temporelles, si je prends celle-là, alors et que je fais un tic à chaque nouvelle unité de T2, alors au début ça va être pareil, puis après ça va se ralentir en fait. D'accord? Et là du coup c'est plus uniforme. Alors, oui. Du coup le fait d'avoir tracé des tics à chaque seconde, ça existe quand même si j'ai réduit de moitié ou seulement le temps? Ouais. Donc, en fait, ça veut dire que il est possible de trouver une coordonnée temporelle telle que ça marche. Mais vous voyez que c'est lié à l'énoncé même de la loi, c'est-à-dire que rien ne garantit que ce serait possible de trouver une coordonnée temporelle telle que. Il se trouve que oui, et c'est pour ça que ça marche bien, et c'est pour ça que cette intuition d'un temps uniforme, on a tous l'impression que ça veut dire quelque chose, que le temps passe toujours à la même vitesse, s'écoule toujours à la même vitesse. On a l'impression que ça veut dire quelque chose. Mais si on réfléchit, ça veut strictement rien dire. Puisque, c'est quoi la vitesse du temps? C'est l'intervalle de temps par unité de temps? Oui, ça fait 1.
quelle que soit la coordonnée temporelle. Si vous la définissez comme combien de temps s'écoule par unité de temps, bah oui, oui, d'accord. C'est pour ça d'ailleurs que quand en relativité restreinte on dit « Ah ouais, mais quand on est en mouvement, le temps s'écoule moins vite. » S'écoule moins vite. Dans les jumeaux, là, ils n'ont pas vécu... ils s'éloignent et puis ils se rapprochent et il y en a un qui a vécu plus longtemps que l'autre. Le temps s'est écoulé plus lentement, moins lentement. Mais ça ne veut rien dire. Chacun a vécu 1 an chaque année. Ça ne veut rien dire que le temps s'écoule plus vite. Ça ne veut rien dire. Évidemment. Tout ce que vous pouvez dire, c'est entre 2 événements, quel est l'intervalle de temps? Ah, ça a un sens. L'intervalle de temps. Et il faut avoir défini le temps. Et ce qu'on découvre en relativité, c'est que suivant la direction dans laquelle on s'oriente dans l'espace-temps, l'intervalle de temps qu'on va définir ne sera pas le même. Ok, très bien. C'est simplement qu'effectivement, si je vais de là à là, j'ai un événement E1, un événement E2, quel est l'intervalle de temps entre ces 2 événements? Bah, ça dépend du chemin suivi. Mais c'est comme dans l'espace. C'est quoi la distance entre ces 2 points-là? Bah, là, c'est long. Là, c'est plus court. Là, c'est encore plus long. La longueur entre la distance entre les deux. Ah, si vous dites, ah, je veux la distance la plus courte. Ah, d'accord. Dans ce cas, c'est ça. Alors, c'est vrai aussi dans l'espace-temps. L'intervalle de temps le plus court, alors en fait, c'est le plus long. L'intervalle de temps le plus long, c'est le temps propre. C'est celui qui va droit dans l'espace-temps entre là et là. Mais tous les autres chemins, votre jumeau qui est parti puis qui revient, évidemment qu'il n'a pas vécu le même temps, il n'a pas fait le même chemin. C'est comme si vous vouliez que tous les chemins entre Paris et Rome, tous les chemins mènent à Rome, c'est que tous les chemins entre Paris et Rome aient la même longueur. C'est complètement idiot. D'accord? C'est exactement pareil. Bon, mais je reviens ici. Donc voici le temps newtonien, enfin l'espace-temps newtonien, et j'ai fait une chose là qui paraît simple, mais qui est complètement arbitraire, c'est que j'ai dessiné des plans. Mais je vais faire autrement. Je vais dessiner le même espace-temps. Alors, je ne suis pas très doué. En voilà un. Voilà, et puis... ok. Et puis, ça, c'est un espace plat. Hein. C'est une feuille. Hein. Je la gondole un peu comme ça. Ça reste plat. Hein. Je ne l'ai pas déchiré, je ne l'ai pas distordu. Hein. C'est un espace plat, il n'y a pas de problème. Ça reste... Alors, je le fais à 2D, je ne peux pas le dessiner à 3D. Mais voici un espace plat. Donc, c'est toujours l'espace euclidien. Voilà. Enfin, bon, je suis pas... Vous avez compris l'idée. OK. Un espace euclidien avec des coordonnées cartésiennes, tout va bien. Et puis, donc là, c'est l'espace AT1, là, c'est l'espace AT2, là, c'est l'espace AT3. Est-ce que vous voyez que ça et ça, c'est strictement le même? Strictement. Parce que qu'est-ce qui change là? C'est que, entre ce point-là et ce point-là, il n'y a pas la même distance qu'entre là et là. Qu'est-ce que vous appelez distance? Si, il y a la même distance. La distance, c'est l'intervalle de temps. Lui, il est à T2, lui, il est à T1, il y a la même distance, c'est T2 moins T1. D'accord? Si vous dites que ça, ah oui, non, mais là, c'est pas la même distance, alors que là, oui, là, c'est bon, là, c'est qu'en fait, on est habitué à ça. On a ici un intervalle de temps qui est représenté par une longueur d'espace. Et là, c'est pas la même longueur d'espace. Mais évidemment, c'est une durée, c'est pas une longueur d'espace. Je la représente dans l'espace parce que je fais un dessin, mais c'est juste plus tard. Donc, il n'y a pas le point clé sur lequel je veux appuyer, c'est qu'il n'y a aucun sens il n'y a aucun sens de distance à donner entre ça et ça. C'est juste, je les décale. Et je sais pas, si je les décale dans le temps, j'aurais pu en tête l'autre, donc je les décale dans l'espace. Mais c'est juste une représentation. Ça, c'est exactement la même chose. Et c'est précisément ça qui change avec la relativité. C'est ça l'espace-temps. C'est qu'en fait, l'intervalle de temps
a un sens spatial, c'est la même géométrie. Là, j'ai représenté des espaces qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, je les ai empilés là parce qu'il faut les mettre quelque part, mais j'aurais pu en mettre un là, et un là-bas orienté autrement, c'est exactement pareil. En relativité, ce qu'on a découvert, c'est l'espace-temps, c'est-à-dire qu'on a donné un sens, alors je le refais à 2 dimensions, x et t, justement, entre le point O et le point E, événement E, aux coordonnées x, t, il y a une notion de longueur enfin, c'est-à-dire, il y a un lien entre je vais le mettre en petit, dx, dt, entre dx et dt, qui est donné par, voilà, dx2 égale ds2, dx2 moins c2 dt2. Et donc, oui, il y a une correspondance entre les longueurs spatiales et les longueurs temporelles, entre les durées et les distances, enfin, entre les distances spatiales et les distances temporelles, donc longueur et durée, et que ça forme un seul tout géométrique. Et donc là, du coup, c'est ça qui donne une forme à l'espace-temps, enfin à différents plans d'espace, dans un espace-temps, parce que maintenant, elle a un sens, cette longueur-là. Elle a un sens, disons, elle a toujours eu un sens, c'est la durée, c'est la distance temporelle, mais elle a un sens de même nature que la distance spatiale. Il y a un lien réel entre toutes les dimensions de l'espace-temps. Oui. Donc la distance temporelle sera toujours invariante par déformation spatiale. Qu'est-ce que vous voulez dire? Là, par exemple, l'espace pour les temps T1, T2, T3 est déformé, il n'est pas le même. L'espace spatial. Alors l'espace spatial est le même. Vu de l'espace spatial, c'est-à-dire que ça, c'est exactement le même espace, les mêmes propriétés géométriques. Plongé dans l'espace 3D autour, il n'est pas plongé de la même façon, mais c'est le même espace. C'est son plongement qui est différent. Et alors, l'espace-temps, on ne va pas le plonger dans un truc plus grand. L'espace-temps, c'est l'espace-temps. Alors, effectivement, donc l'espace-temps, c'est tout. Maintenant, dans cet espace-temps, on peut faire des coupes, on peut faire des plans, enfin des coupes 3D, on peut définir un espace à un instant donné. Le problème, et c'est ça l'apport de la relativité restreinte, c'est que choisir ce qui est temps et choisir ce qui est espace, c'est arbitraire. Et effectivement, si je choisis un référentiel, comme on l'a vu, c'est-à-dire je choisis un stylo et je dis lui, c'est le stylo et lui, il ne bouge pas. C'est-à-dire je me sers de lui pour définir l'espace. Oui. Si vous dites que l'espace c'est le même quand on le courbe, qu'on le met Ouais. et que... Il n'est pas courbé, attention. Hein. Ah oui, non, c'est important. Ça c'est pas courbé, ça. Ah, oui. Qui est... Ouais, je vous l'emprunte. Ça c'est pas courbé. Un cylindre, c'est pas courbe. Attendez, je vais faire ça. Ah oui, très important. Mais on verra ça tranquillement. Donc, ça, c'est pas courbé. Vous voyez les lignes là, qui sont un parfait système de coordonnées cartésien, les petits carrés. Rien ne change dans les relations. Si vous calculez la distance, vous prenez le point X, je mets un point O ici, puis 3, 4, du point 3, 4 au point 12, 7. Si vous calculez la distance, c'est exactement la même. Ça, c'est pas courbé. La surface d'une sphère est courbée. Je ne peux pas l'aplatir, la surface d'une sphère. Si vous prenez une peau d'orange, là, il va y avoir des craquelures. Vous pouvez pas les courbes, vous pouvez pas aplatir une sphère sans la déformer, l'étirer, etc. Là, ça, c'est un espace plat. C'est-à-dire que si je ne le plongeais pas dans l'espace 3D, il n'y a absolument rien qui vous permette de dire qu'il est droit ou pas droit. Enfin, ça ne veut rien dire. C'est le même espace. Intrinsèquement, c'est le même espace. Donc ça, c'est un truc qu'a découvert Gauss, essentiellement. La courbure de Gauss, pour des surfaces comme ça, on peut la définir comme... vous voyez que
je peux le courber dans cette direction-là, disons, et puis je peux aussi le courber dans cette direction-là. D'accord ? En fait, donc, pour toute surface, vous pouvez trouver... Je sais pas, je fais... En chaque point, vous pouvez trouver deux axes principaux où vous avez... Si vous voulez, vous pouvez approximer par un cercle. Chaque courbe à un endroit donné, vous pouvez l'approximer par un cercle. Et vous définissez la courbure d'une courbe. Là, je suis à une courbe à 1D dans un espace à 2D. C'est quoi la courbure en ce point-là? C'est 1 sur le rayon du cercle osculateur. Vous avez fait ça un peu en géométrie? Chaque courbe, en chaque point, vous pouvez l'approximer par une droite, une tangente. Vous pouvez aussi l'approximer par un cercle. En fait, donc là, c'est la dérivée première, là, c'est la dérivée seconde. D'accord? Et la taille du cercle vous donne la courbure. Plus le cercle... Le cercle plus qui tangente la courbe, le cercle qui est le plus proche de la courbe en ce point-là. De même que la tangente, c'est la droite qui est la plus proche de la courbe en ce point-là. Donc vous pouvez faire pareil avec le cercle. Et vous voyez que si vous avez un truc qui est peu courbé, le cercle qui vient l'approximer, il va avoir un grand rayon. C'est un truc qui est très courbé, il va falloir un tout petit cercle. La courbure, pour une courbe à 1D dans un plan, est définie comme l'inverse du rayon, parce que si c'est plus courbé, c'est un rayon plus petit. Bon. Pour une surface, vous pouvez faire pareil, vous pouvez toujours trouver deux directions, orthogonales d'ailleurs. Gauss a bien montré ça, enfin on va voir ça. Et vous avez donc, dans un certain sens, c'est courbé, et dans l'autre sens, c'est courbé. Aussi, d'accord? Alors, ça peut être là courbé comme ça. Enfin, par exemple, si vous avez une selle, là, ça fait un peu ça, là. C'est... Ouais. Alors, je suis super mauvais en... je suis super mauvais, mais bon... Ouais, d'accord. Vous voyez, là, et puis ça repart derrière, là. Vous avez une selle. Donc là, vous avez... dans cette direction-là, c'est courbé vers le haut. D'accord? Et puis par en dessous, c'est courbé vers le bas. Donc ça peut être, voilà. Bon, bref. La courbure de Gauss, c'est le produit des deux rayons de courbure dans les deux directions orthogonales. Donc pour une sphère, vous avez, dans toutes les directions, c'est la même. Pour une selle, vous voyez que là, c'est courbé vers le haut, là, vers le bas. Vous avez ce qu'on appelle une courbure négative. Parce que le produit des deux courbures, en fait, il y a une notion de signe. Alors, peu importe la convention, le point, c'est qu'il y en a une dans l'autre sens que l'autre, et donc, c'est négatif, c'est négatif. Pour le cylindre, maintenant, là, c'est courbé comme ça. Le cercle osculateur, il a un certain rayon. Mais là, le cercle osculateur, il a un rayon infini. La courbure est nulle. Dans cette direction, la courbure est nulle. Eh bien, la courbure totale de la surface, en un point donné, c'est le produit des deux. La courbure par là, et donc 0 fois n'importe quoi, c'est 0. Donc ça, c'est plat. Et c'est remarquable que ça arrive effectivement à caractériser le fait que, oui, je peux l'aplatir sans rien déformer, etc. Donc c'est bien le même espace. OK, il est plongé ailleurs. Donc, à chaque fois que je fais ça, je change le plongement de cet objet dans un espace externe. Mais l'objet, il est l'objet. Je ne fais rien à l'objet. Alors, attendez, il y avait une question derrière et après vous. Oui. C'est pas courbé parce qu'il faudrait un cercle énorme pour être plongeant. Oui. Et si vraiment ça c'est droit, et dans un cylindre, vous avez des droites. Un cylindre est engendré par des droites. Et donc, si c'est une droite, le cercle, il faut un rayon infini. Le cercle qui l'approxime, il a un rayon infini. Donc il y a une courbure dans cette direction-là, mais pas dans cette direction-là. Et c'est le produit des deux qui donne la courbure intrinsèque. C'est une découverte majeure de la géométrie. C'est Gauss qui a formalisé ça. La courbure intrinsèque de cette surface, c'est 0. C'est le produit des courbures qui se manifestent dans l'espace dans lequel c'est plongé. Oui. Par Alors, exemple, si on fait un cylindre, ouais. notre surface de taille elle est limitée. Mais
si on fait un cylindre, on peut repasser. Ah, alors, oui, si je referme là comme ça, alors topologiquement, effectivement, ce sera différent. Parce qu'il y a une dimension qui va être limitée, qui ne s'étend pas jusqu'à l'infini. Donc, effectivement, ce n'est pas topologiquement équivalent à un plan infini et un cylindre. C'est vrai. Je peux aussi prendre le cylindre et maintenant identifier ça à ça, ça me fait un tore, c'est encore une autre topologie. Mais en termes géométriques, pas topologiques, en termes géométriques, c'est la même géométrie. C'est plat. Oui. Ouais. Si on veut modifier l'espace de façon géométrique, là dans ce cadre-là, on peut pas le modifier à la main. La seule manière, c'est que par exemple, faut que ce soit du... Voilà, il faut que ce soit du caoutchouc, un truc élastique, et effectivement, là, vous pouvez lui donner une courbure. Sinon, en faisant... Oui, non, sans le déchirer et ni l'étirer, vous ne le déformez pas. C'est le même objet parce que... mais imaginez que vous êtes dedans et qu'il n'y a rien autour. Justement, ça n'a pas de sens de dire que... Enfin, il ne se passe rien pour vous. Que moi, je prends cette feuille et je la mets là. Pour la feuille, il ne se passe rien. Aussi parce que de là, on parle d'une dimension supplémentaire, mais on est d'accord qu'on n'est pas obligé de présupposer qu'il y a une dimension supplémentaire à... Absolument. Et c'est même mieux de ne pas le faire, en fait. Parce que ça permet de décrire les choses intrinsèquement. Et même si, mathématiquement, on peut montrer qu'il y a une équivalence à décrire les choses intrinsèquement et en tant qu'objet plongé dans un espace, le problème, c'est qu'il y a plusieurs façons de le plonger dans un espace extérieur. Et puis en plus, quand on parle de l'espace-temps, de l'univers, c'est un peu bizarre d'imaginer que c'est plongé. Du coup, on voudrait faire la physique de l'espace complet, alors si vraiment il y a un espace extérieur. Bref, on voit bien que... pourquoi faire appel à des dimensions qui... Si on dit que tout l'univers, c'est l'espace-temps, il est à 4D, qu'est-ce que ça veut dire de faire appel à d'autres dimensions dans lesquelles ce serait plongé? Si c'est vrai, alors à ce moment-là, il y a de la physique à faire autour, mais du coup, cet objet global, lui-même, on ne va pas le replonger encore ailleurs. Enfin, ça n'a pas de sens. Ouais. Mais du coup, si on considère vraiment l'espace-temps absolu, dans lequel on ne peut pas le plonger dans un autre espace, dimension supérieure, le truc, c'est qu'on ne connaît pas la géométrie de cet espace. On ne connaît pas la géométrie de cet espace. Dans ce cas-là, ça change. Enfin, et le fait de définir des métriques ou même des choses qui vont caractériser l'espace en lui-même, comment on peut faire pour travailler en relativité générale si on ne connaît pas de base la géométrie de l'espace? Eh bien, c'est une parfaite question. Oups. Et la réponse est encore plus parfaite. Ce n'est pas la mienne, c'est Einstein qui vous l'a donné, la question. Les équations d'Einstein vous disent quelle est la géométrie. C'est ça la relativité générale. C'est une équation qui vous dit quelle est la géométrie de l'espace-temps intrinsèquement en fonction de la distribution des masses. C'est une équation qui relie la géométrie de l'espace-temps à la distribution de l'énergie, en fait. Mais c'est pas justement le chat qui se mord la queue, parce que du coup, si on définit ça par rapport à des notions qu'on a de l'espace, mais si jamais cet espace il était courbé autrement, bah, ça ne donnerait pas les mêmes choses. Dans ce cas-là, c'est quoi le point de départ en fait? Ah, ben, là, ce que vous êtes en train de dire, c'est que ça va être très difficile de résoudre les équations d'Einstein. Parce qu'effectivement, le mouvement de la matière dépend de la géométrie de l'espace-temps, et la géométrie de l'espace-temps dépend où se trouve la matière. Et donc, il va y avoir une espèce de rétroaction monstrueuse qui fait qu'en général, on ne sait pas résoudre les équations d'Einstein. Mais on sait les écrire, et il y a quand même des cas où on sait les résoudre. Par exemple, en faisant des hypothèses de symétrie, si vous dites que vous êtes dans un truc à symétrie sphérique, vous avez une masse ponctuelle ou une étoile, on sait le faire. Et on peut le faire à l'échelle de l'univers en supposant que l'univers, à grande échelle, si on oublie les petits trucs à basse échelle, il est homogène et isotrope. Et ça vous donne la théorie du Big Bang, etc. etc. Donc on fera les cas simples. Enfin, on verra jusqu'où on peut aller. Je crois que vous avez aussi des cours de Cosmo, non? Alors, je ne sais pas, je pense qu'il fera des choses sur l'évolution, enfin, structuration de l'univers, etc. Mais je ne sais pas jusqu'à quel point il vous fera les équations de Friedmann-Lemaître, etc. à partir de la relativité générale. Mais bon, on verra, en suivant. Donc, effectivement, oui, effectivement, c'est... À partir du moment où on comprend que, en fait, si on fait sauter le verrou qui est l'espace-temps, c'est l'espace-temps minkowskien, il est ce qu'il est, partout le même, il est plat, etc. Si on fait sauter ça et on se dit, après tout, en fait, il pourrait avoir n'importe quelle forme, la question se pose, ok, mais alors c'est laquelle la bonne? Alors on peut faire des mesures et voir laquelle c'est,
Mais c'est encore plus fort que ça. On est capable... Enfin, Einstein a trouvé l'équation qui, disons, plus exactement, la forme de l'espace-temps est une propriété dynamique. C'est quelque chose la géométrie est un potentiel dynamique, enfin, est un potentiel physique au même titre que le potentiel électrostatique est un objet de la réalité physique qui va changer si je change la distribution de charge. D'accord ? Et si j'ai des charges en mouvement, ça va changer le potentiel électromagnétique. Mais notez bien que si j'ai des charges en mouvement, ça change le potentiel électromagnétique, enfin ça change le champ électromagnétique partout, et les charges vont réagir au champ électromagnétique aussi. Donc, de toute façon, c'est une chose à laquelle on est un peu habitué, mais sauf que, bien sûr, c'est différent, c'est que là, c'est l'espace-temps lui-même. Donc, c'est la distance entre les points va dépendre de... Donc, bon, ça va être... mais on va y arriver. Oui. Ah, j'ai répondu, d'accord. Juste pendant qu'on y est, puisque j'ai... oups. Ça aussi, c'est plat. Un cornet de frites, là. Un cône. Un cône, c'est plat. Un cône, c'est plat. Et il y a un truc, là. C'est plat, sauf là. Enfin, sauf là. Si, jusqu'au ras. Mais là, il y a un truc bizarre, là. Et ça s'appelle une singularité. Alors, on verra. Là, il y a un truc bizarre. Mais l'espace est plat. Oui, non, oui, non, ça ne change pas la géométrie. C'est plat. C'est plat, mais effectivement, il y a une fin. C'est-à-dire, il y a des lignes, il y a des géodésiques, des droites, parce que là, c'est un espace plat. Donc, une géodésique, c'est une droite au sens ordinaire. Ça, c'est une droite. Elle s'arrête quelque part. Elle s'arrête. Aïe! Dans un espace... là, même le cylindre, elle ne s'arrête pas, elle continue. OK, elle passe 2 fois au même point, mais il n'y a pas une fin. Là, il y a une fin. Et dans un trou noir, il y a aussi une singularité. Et ça s'arrête. Et sauf que c'est le temps qui s'arrête. C'est une ligne d'espace-temps que ça s'arrête. Il n'y a pas d'après. Et dans le Big Bang, il y a une singularité initiale. Il n'y a pas d'avant. Là, c'est là où peut-être que la théorie tombe aussi. Mais bon. Alors, what time is it? Ouh! OK. Donc, l'espace... Alors, ça, c'est l'espace-temps newtonien. Passons à l'apport de la relativité restreinte. Alors, donc l'apport essentiel, c'est vraiment l'identification de l'espace-temps en tant qu'entité géométrique. Donc, je rappelle, voilà, cet ordonnancement, maintenant, il est rigidifié, en quelque sorte. C'est-à-dire, il y a un sens, là, c'est la distance entre les plans... La distance entre les plans à différents temps est effectivement, c'est-à-dire la durée, est reliée à une distance spatiale à travers la métrique, etc. Alors, oui, il y a une autre chose. Bon, je peux le dire là maintenant. Le corps dont on se sert pour définir l'espace et pour dire que, enfin, pour faire des identifications entre les points à cet instant-là et les points à cet instant-là, on a vu qu'on pouvait prendre celui-là, par exemple, et du coup,
Ça, c'est la direction temporelle. C'est ce que j'ai dit déjà un peu tout à l'heure, je le répète là peut-être de façon un peu différente. Si maintenant, je définis, je dis que c'est... oui, voilà. Je prends ce corps-là comme référence, voilà la direction temporelle verte, T'. Dans la mesure où, entre ce point-là et ce point-là, il y a une certaine distance d'espace-temps, qui s'appelle l'intervalle, qui vaut ce qu'elle vaut. Dans la mesure où cette distance, donc, elle vaut ce qu'elle vaut, donc c'est un fait objectif qui ne dépend pas du référentiel, qui ne dépend pas du choix que j'ai fait d'identifier un point de l'espace ici et un point de l'espace là. Ça veut dire que monsieur Noir ou Madame Verte, tous deux vont être d'accord sur la longueur ici. C'est la quantité objective d'espace-temps. Sauf que, c'était monsieur qui était noir, je ne sais plus. Monsieur Noir va dire, ah ben il n'y avait pas d'espace, il n'y avait que du temps. Donc lui, il va dire, le ds carré, c'était dt2. Il y a, on va dire, moins dt2 plus 0 fois dx2. Et Madame Verte, elle va dire ds2. Ah non, pardon, non, c'est l'inverse. Ah, entre ces deux points-là, oui, non, pardon, c'est l'inverse. Lui, il va dire, c'est moins dt2 plus dx2, parce que lui, cet événement-là, il se trouve à un certain x, et le suivant, il se trouve à un autre x, donc voilà. Ah, qu'est-ce que j'ai? Oui, voilà, il y a juste un C2 là. Et Madame Verte, elle va dire, juste, il y a juste moins C2 dt'2, plus 0, puisque c'est au même x'. Et donc, dt2 et dt'2, c'est pas les mêmes. C'est aussi simple que ça. C'est parce que l'espace-temps est objectif et qu'il y a un sens géométrique à comparer du temps et de l'espace. C'est-à-dire, c'est plus je mets le plan n'importe où. Non, non, ça forme un ensemble rigide, c'est l'espace-temps. Et donc, voilà, ce fait-là implique qu'il n'y a plus d'instantanéité. Donc, instantanéité out. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de notion d'instantanéité. Alors, on peut en définir un si on prend un référentiel particulier. Auquel cas, instantanéité, c'est tous ceux qui sont dans l'espace. En fait, ça se fait comme ça. Vous avez fait de la relativité, donc je ne sais pas à peine que je m'appesantisse, mais comment définir l'espace, par exemple, pour le référentiel noir? Simplement, on prend à un instant donné, donc le temps est défini par le référentiel, c'est dans cette direction-là, manifestement, puisque quand on ne bouge pas dans l'espace, on bouge dans le temps, et c'est ça la direction du temps. Et du coup, on définit l'espace comme tout ce qui est orthogonal à ça. Toutes les directions orthogonales à la direction du temps, c'est ça l'espace. Mais du coup, vous voyez bien que pour Madame Verte, là, pour ce référentiel-là, l'espace, c'est pas ça. L'espace, c'est tout ce qui est orthogonal à cette direction-là. Alors, comme il y a un signe moins, vous savez, quand on représente le orthogonal à ça, il n'est pas comme ça, il est en fait comme ça, symétrique par rapport au cône de lumière, vous vous rappelez de ça? Enfin, c'est juste une représentation, hein, mais c'est... Voilà. Donc, c'est un autre découpage de l'espace. C'est-à-dire que ce point-là est simultané à celui-là, simultané à celui-là, simultané à celui-là, dans le référentiel vert. Et vous voyez donc que deux points qui sont simultanés dans un référentiel ne le sont pas dans l'autre. Lui, il arrive après celui-là, pour Monsieur Noir. Et pour Madame Verte, ils ont lieu au même moment. Ouais. Si j'ai bien compris, vous dites que pour Monsieur Noir, il y a du temps de Madame Verte qui est perçu comme de l'espace. Ouais. Ouais. En quelque sorte, oui. Oui. C'est exactement comme si vous avez, vous prenez dans le plan, vous prenez un repère x, y, et
Et là, vous dites que... Donc ça, c'est le... Là, vous dites c'est vers la droite. Et là, vous dites c'est vers le haut. Donc vous avez une notion très claire de ce qu'est la droite et ce qu'est le haut. Et maintenant, je prends un autre paire. Et lui, il va dire aussi, ça c'est vers la droite. Et lui, c'est vers le haut. Et là, on va dire, ah, mais alors, en fait, le haut de l'un, c'est un mélange du haut et de la droite de l'autre. Oui. Et c'est parfaitement normal, évidemment. Et bien, c'est pareil pour le temps et l'espace. Ouais. Dans les trous noirs, il semble qu'il y a un moment donné où... Ah, l'espace devient du temps. Et l'espace. Alors, on dit ça, il faut se méfier. C'est une mauvaise façon. Non, le temps reste le temps. Et c'est juste que les cônes de lumière, les cônes de lumière qui définissent, qui séparent en relativité l'ailleurs, donc qui peut être de l'espace instantané, et le futur et le passé. Donc si on le représente dans un certain système de coordonnées, ils vont se retrouver horizontaux comme ça. Et on a l'impression que du coup, ce qui était l'espace est devenu le temps. Mais ça reste le temps. C'est juste, c'est-à-dire, le temps augmente quand on va par là. Ça reste le temps. Donc et c'est vrai que dans certaines représentations de la métrique, dans un certain jeu de système de coordonnées, il y a un signe plus qui semble devenir un signe moins. Mais s'il devient un signe moins, c'est que le temps, c'est celui qui a le signe moins. Donc c'est pas le temps devient de l'espace. Le temps, c'est du temps. Il y a du temps partout. Il y a de l'espace partout. Simplement, l'espace est courbe et il se passe des choses. Mais on verra ça. Mais non, le temps ne vient pas de l'espace. En soi, ça ne veut rien dire. Ouais. Je comprends pourquoi vous dites que du coup, le temps, c'est forcément celui qui a le signe moins, parce que ça aussi, c'est une convention. Oui. Alors, effectivement, j'ai choisi cette convention-là. Si on choisit l'autre convention, si on définit ça comme ça, le temps, c'est celui qui a le signe plus. Mais ça ne change pas. Il y en a un qui n'a pas le même signe que les autres. Il y a 3 signes pareils et un différent. Le temps, c'est celui qui est différent. Voilà. Ouais. C'est juste au niveau du calcul, je n'ai pas bien compris pourquoi est-ce qu'en noir, on a des x. C'est pas plutôt... Non, parce que c'est entre ces deux points-là. Donc, ce point-là, il est à un certain x ici, et ce point-là, il est à 0. Si ça, c'est x... Si vous voulez, lui, il est en x1 et x2 égale 0. Enfin, je sais pas. Vous voyez ce que je veux dire? Non? Ouais. Si j'avais pris entre ces deux points-là, ce serait exactement l'inverse. Mais enfin, le point, c'est que c'est pas le même intervalle de temps entre deux événements donnés, mais tout simplement parce que ce qu'on appelle direction du temps, c'est pas la même. C'est comme si ici, vous disiez, ah, entre ces deux points-là, c'est quoi la distance vers la droite? Bah, ça dépend. Si c'est ça la direction que vous appelez vers la droite, la distance, c'est ça. Maintenant, si c'est ça que vous appelez la distance vers la droite, bah, la distance, c'est ça. Et c'est pas la même. Donc, vous avez le choix. Changer de référentiel dans l'espace-temps, relativité restreinte, mais générale aussi. Mais relativité restreinte, on a cette propriété affine encore. Changer de référentiel, c'est juste changer la direction de l'axe du temps. Vous faites une rotation dans l'espace-temps. Vous choisissez. Et alors, c'est ça le point très important. C'est qu'en fait, la relativité restreinte a tué la notion de référentiel. Il n'y a plus de notion de référentiel. Ça ne veut plus rien dire. C'est juste un choix de système de coordonnées particulier. La notion de référentiel cesse d'être pertinente dès lors que vous avez l'espace-temps, parce que maintenant, voici l'espace-temps. Alors, je vais faire x, y, j'en fais 2 dimensions spatiales et puis le temps. Tous les événements du monde, ils sont là. Pouf. Et là-dedans, vous pouvez choisir le système de coordonnées que vous voulez. Alors, vous pouvez prendre des coordonnées cartésiennes ici, et puis découper le temps comme ça. Ça vous fait un quadrillage, ici 3D, parce que j'ai supprimé une dimension, ça vous fait un quadrillage 3D de l'espace-temps. OK? Mais vous pouvez aussi prendre un quadrillage comme ça, et puis un autre comme ça. Enfin voilà, découper des tranches comme ça, et puis avec le temps qui évolue par là, enfin une nouvelle coordonnée temporelle comme ça. Why not?
Why not? Et puis vous pouvez bien sûr, dans le référentiel qui a ça comme axe du temps, vous pouvez aussi prendre un découpage comme ça. Vous faites des coordonnées polaires, why not? Vous mettez un système de coordonnées dans l'espace. C'est quoi le problème? Il y a l'espace-temps. Choisir un référentiel, c'est choisir un système de coordonnées particulier. Mais vous voyez que vous pouvez aussi, ça va devenir compliqué, vous pouvez aussi prendre un système de coordonnées comme ça. Alors, il faut que je le fasse une mèche à 3D, là. Enfin bref. C'est un bon système de coordonnées. Je fais ce que je veux. Les événements, ils sont ce qu'ils sont. Il se fiche complètement de savoir à quel nombre j'attribue à quel point. Donc le système de coordonnées, c'est celui que vous voulez. Alors il y en a plus pratiques que d'autres, ok. De même que quand vous travaillez dans l'espace ordinaire, des fois c'est mieux de se mettre en coordonnées sphériques. Les coordonnées sphériques, elles ne sont pas du tout, cartésiennes au sens, enfin elles ne sont pas cartésiennes. Et la forme de la métrique, la façon de prendre des produits scalaires entre vecteurs, si les vecteurs sont définis par leurs composantes dans la base, dans une base, dans la base sphérique, c'est pas la même. Et ouais, so what? Et si vous représentons un mouvement circulaire. Un mouvement circulaire dans ce plan. Si je le représente en coordonnées cartésiennes, x, y, je vais dire que voilà, je peux faire l'image le vrai monde. On va dire que là, c'est le vrai monde, puis là, je fais une représentation. On appellera ça une carte quand on fera de la géométrie différentielle. Je représente ce point-là par celui-là, je représente ce point-là par celui-là, je représente ce point-là par celui-là, ça me paraît assez naturel, j'en fais un décalque. Ok, d'accord, parce que je choisis un système de coordonnées qui, justement, est vachement adapté au monde en question. Donc là, si je représente la trajectoire dans cette carte-là, je fais une carte du vrai monde, je vais faire ça, et puis je vais pouvoir écrire que x égale le rayon, si je vais à vitesse constante, je vais pouvoir l'écrire comme ça, cos oméga t, puis y égale le même rayon sin oméga t. Ok, très bien. Et voilà la trajectoire. Maintenant, si... Ouais. Je finis juste ça. Ouais. Ça, c'est une façon de le représenter. Une autre façon de représenter le même mouvement, c'est un vrai mouvement. C'est un enfant qui tourne sur un manège. Très bien. Je le représente comme ça. Je peux le représenter en coordonnées polaires. Pourquoi pas? En coordonnées polaires, donc je vais mettre R et θ. D'accord? Alors, là, ça allait de moins l'infini à plus l'infini, les limites. Là, θ, du coup, il va de 0 à 2π, ou de moins pi à pi, on va dire, par exemple. Je sais pas, je choisis. Hein, Et puis R, par contre, il n'y a rien ici. Là, le monde, il n'existe pas là. Il n'existe pas là non plus. Enfin, je pourrais décider qu'il se reboucle sur lui-même, mais disons justement, je l'identifie. Et puis, il va jusqu'à l'infini en R. C'est quoi le mouvement là-dessus? Le mouvement, le voilà. Je suis en R, et puis je fais ça. Puis quand je suis là, je reviens dessous. Ou si vous voulez, on le duplique par là, et je vais... Enfin, c'est un cylindre, comme on veut. Voilà le mouvement. Et donc... j'ai choisi d'autres... Et là, il est clair que ça, c'est plutôt plus sympathique. Parce que là, les coordonnées, c'est R égale R, et puis θ égale oméga t. Voilà. C'est quand même mieux de faire ça, non? Mais c'est le même mouvement. Et là, soit dit en passant, attention, quand vous dites qu'une trajectoire est une droite, ne regardez pas ce qui se passe dans les coordonnées. Ça dépend de vos systèmes de coordonnées. Parce que si vous dites, ah bah oui, c'est une droite la trajectoire. C'est une droite. Non, c'est pas une droite. C'est une droite dans votre système de coordonnées. Mais en vrai, c'est une droite ou c'est pas une droite? Il va falloir arriver à trouver un moyen de définir une droite, pas par ce qui semble être dans les coordonnées. Ça, soit c'est une droite, soit c'est pas une droite. Il y a un sens objectif à être une droite ou pas. Dès lors qu'on essaie de définir des directions, etc. Enfin bref. Quand vous voyez ça, vous dites c'est une droite. Non, c'est pas une droite. Et quand vous voyez ça, vous dites c'est pas une droite. Mais ça se trouve, c'en est une. Ça dépend de quel système de coordonnées c'est. Vous pouvez très bien représenter une vraie droite par un cercle dans un certain système de coordonnées. Why not, hein? Donc, il faut bien distinguer le réel et sa représentation.
toujours est-il que l'espace-temps, il est ce qu'il est, et dans cet espace-temps, on choisit le système de coordonnées qu'on veut. Parmi l'infinité des systèmes de coordonnées possibles, on peut choisir des systèmes de coordonnées qu'on va appeler lorentziens ou minkowskiens, qui vont faire que, effectivement, si je prends un petit vecteur d'espace, je suis toujours dans un espace affine, donc j'ai le droit de parler d'un vecteur espace, qui aura pour coordonnées des x, des y, des z, des t, eh bien, sa longueur, donc dr scalaire dr, si vous voulez, enfin, donc ds carré, ce sera dx2 plus dy2 plus dz2 moins c2 dt2. Je peux, la particularité de l'espace-temps de Minkowski, c'est qu'on peut trouver des coordonnées telles qu'on est ça. Et ça, c'est un truc objectif, c'est la vraie distance entre deux points. Donc, il existe des coordonnées telles que, c'est ça qui est fort, il existe des coordonnées telles qu'on est ça en chaque point de l'espace. Parce que ce qu'on verra plus tard, c'est que dans un espace courbe, à 4D, l'espace-temps qui ne serait pas minkowskien, qui ne serait pas plat, on verra ce que ça veut dire précisément, il est toujours possible de trouver des systèmes de coordonnées tels que localement, sur des petites distances, ça s'écrive comme ça, la métrique. Tel que, en ce point-là, la métrique soit celle-là. Ça, en fait, c'est le principe d'équivalence, qui dit qu'il y a toujours un système de coordonnées tel que ça a l'air d'être plat, ça a l'air d'être minkowskien. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'il existe un référentiel dans lequel, localement, l'espace a l'air plat, c'est-à-dire dans lequel il n'y a pas de gravitation. Parce qu'on va voir que la gravitation est liée justement à ces effets de courbure. Et effectivement, c'est ce qu'on appelle le référentiel en chute libre. Si vous êtes dans un référentiel, si vous prenez un corps, je ne vais pas le faire, vous prenez un corps et vous le lâchez, dans son référentiel, il n'y a pas de gravitation. C'est les fameuses expériences de l'ascenseur, l'expérience de pensée de l'ascenseur d'Einstein. Vous êtes dans l'ascenseur en chute libre, vous n'avez aucun moyen de savoir que vous êtes en train de tomber, jusqu'à ce qu'il arrive en bas, mais vous n'avez aucun moyen de savoir que vous êtes en train de tomber. Vous pourriez très bien être parfaitement au repos, quelque part dans l'univers où il n'y a pas, où le champ de gravitation est tellement faible que vous ne le sentez pas, etc. Un référentiel en chute libre annule la gravitation. Et ça, c'est lié au principe d'équivalence, dont je vais parler maintenant. Et ça se traduit par le fait, enfin, c'est équivalent au fait que il existe des coordonnées telles que, en fait, la métrique soit celle de Lorentz. Vous pouvez localement faire une transformation des coordonnées pour que ce soit, dans ces coordonnées, ça a l'air d'être un espace plat où il ne se passe rien, où il n'y a pas de gravitation. Oui, alors, pardon, oui. Ah, alors attention, là on est toujours dans la relativité restreinte. Donc là, c'est encore, on est encore dans un espace affine. Donc il y a encore oui, justement, je peux relier deux points par un vecteur. Et du coup, ça a un sens de dire que ce vecteur, c'est le même que celui-là. Voilà. Oui. Et ça va voler en éclats, on est d'accord. Là j'en étais à l'apport de la relativité restreinte. Donc, juste pour se rendre compte, donc l'instantanéité, il faut oublier, ça n'existe pas. Ça n'a aucun sens de demander qu'est-ce qui se passe maintenant à Tokyo. Ça ne veut rien dire. Maintenant, pour qui? Maintenant, pour moi, oui. Mais si je me déplace, c'est plus le même maintenant. Parce que j'ai orienté le temps différemment. Donc j'ai orienté l'espace différemment. Donc le maintenant, ça va être plus tard que si c'était le maintenant d'ici. D'accord? Le maintenant de ce point-là, si c'est ça l'espace, c'est là. Le maintenant de ce point-là, si c'est ça l'espace, c'est là. C'est plus tard. Mais si c'est ça le temps et ça l'espace, en fait c'est avant. Donc un point qui est maintenant dans mon référentiel, je peux le mettre dans le passé ou dans le futur juste en changeant de vitesse.
Parce que j'oriente différemment le temps. C'est juste que je choisis un autre système de coordonnées. Donc encore une fois, si je dis, voilà, ça c'est tous les maintenant, ok, mais maintenant je décide qu'en fait, tous les maintenant c'est ça. Bon, bah, ces deux-là qui étaient simultanés, bah, maintenant ils sont plus simultanés. Voilà. Enfin, c'est vraiment tout bête. Ok, donc ça, c'est bien. Alors, il y a une chose extraordinaire que fait... En fait, passer à l'espace-temps, ça simplifie énormément. Bon, d'abord, ça donne la bonne physique, puisqu'il se trouve que c'est le cas. Il y a un lien géométrique entre l'espace et le temps, et qu'on peut faire basculer du temps dans de l'espace, etc., etc. Il y a une autre chose, c'est que ça... tant pis pour ça. J'avais plusieurs petits A, petits B, mais c'est pas grave, parce qu'on fait tout un peu dans le désordre. Il y a une autre chose, c'est que ça donne un sens concret à la loi d'inertie, en fait, à la notion de mouvement rectiligne uniforme. J'ai pris l'exemple tout à l'heure d'une trajectoire rectiligne. Si je vous donne je vous dis, voilà la trajectoire du corps, vous pouvez dire si c'est une trajectoire rectiligne, vous ne pouvez pas dire si elle a été parcourue à vitesse uniforme. Si je vous dis maintenant, ah oui, voilà, je vous donne des tics toutes les secondes, alors, ok, ça c'est uniforme. Cette trajectoire-là, par contre, enfin bon bref, celle-là, elle n'est pas uniforme. Là, ça a ralenti, puis là, ça a accéléré, etc. J'ai besoin de vous donner cette information supplémentaire, si vous voulez, de paramétrer. Je vous donne l'équation paramétrique de la trajectoire avec comme paramètre le temps. Où faut que je vous dise où je suis. Il ne suffit pas que je vous dise tous les points par où je suis passé, mais où j'étais à quel instant. Quand vous avez la vision spatio-temporelle, c'est beaucoup plus simple. Parce que... je vais essayer de faire un espace-temps à 3 dimensions, en perspective. Dans ce cas-là, si le référentiel là, dans lequel j'ai dessiné, c'est celui-là, c'est celui dans ça, c'est l'espace. Dans ce cas-là, eh bien en fait, voilà la trajectoire. Alors j'ai 4 tics, là j'ai 5 tics, je vais faire 5 plans comme ça, voilà. Enfin, ouais, bref. Voilà la trajectoire dans l'espace-temps. Ça, c'est quoi la trajectoire dans l'espace-temps? Bah, je suis parti du même endroit. Je suis allé plus loin au premier coup. Je suis allé là. Et puis après, je suis allé... Ah bah, j'ai rattrapé quasiment, j'étais là. J'étais là, donc. Après, là, j'étais moins loin. J'ai pris du retard. Je sais plus où je suis. Je me suis retrouvé là. Et puis après, j'ai réaccéléré. Voilà la trajectoire dans l'espace-temps. Celle-là, qui était une trajectoire rectiligne uniforme, elle est droite dans l'espace-temps. Celle-là, qui est une trajectoire rectiligne, mais pas uniforme, elle n'est pas droite dans l'espace-temps. La projection sur l'espace, c'est toujours la même. Les deux ont la même trajectoire. Si je projette sur l'espace, c'est la trajectoire, c'est cette droite-là, là. Mais déployée dans le temps, vous voyez que là, si je rajoute la dimension temporelle, là, ça parcourt la même distance dans le même intervalle de temps. Et donc, ça va tout droit dans l'espace-temps, tandis que l'autre, au début, elle va vite, puis doucement, puis vite, etc. Et donc vous voyez qu'en fait, ça permet de d'énoncer différemment la loi d'inertie. On ne dit plus un corps qui subit aucune force a une vitesse constante, c'est-à-dire une trajectoire rectiligne uniforme. Un corps qui subit aucune force va tout droit. Va tout droit dans l'espace-temps. Et il n'y a plus besoin de dire... peu importe le paramètre avec lequel vous mesurez la courbe. C'est-à-dire, vous allez tout droit, vous allez tout droit. Alors après, vous pouvez donner une équation paramétrique de cette droite avec un paramètre lambda, mais si vous prenez 27 fois lambda, ce sera pareil. Si vous prenez lambda au carré moins 12, c'est pareil, ça sera la même trajectoire. C'est-à-dire, ça devient une propriété intrinsèque. Vous n'avez pas besoin de faire appel à un temps extérieur. Il est inclus dedans, le temps. C'est ça l'idée. Vous n'avez plus besoin d'un temps absolu extérieur. Vous avez l'espace-temps. Et les lois de la physique, c'est un corps qui subit aucune force va tout droit à une trajectoire rectiligne
dans l'espace-temps. Ça n'a pas de sens de dire à quelle vitesse ça la parcourt. C'est une succession de points dans l'espace-temps. Vous pouvez dire à chaque instant où elle est. Donc vous voyez que... Alors ça paraît anodin. Bon, d'abord, ça simplifie énormément. Vous allez tout droit dans l'espace-temps, c'est clair. Et vous voyez que ça peut se généraliser par contre. Parce que si on arrive à donner un sens à aller tout droit dans un espace courbe, et on sent bien qu'on peut quand même, puisque je peux aller tout droit à Strasbourg. On sent bien que on va y arriver à donner un sens à ce truc-là. Quand on aura donné un sens à ce truc-là, il n'y aura pas besoin de changer les lois physiques. La loi physique, ce sera toujours la même. Un corps libre, sur lequel ne s'exerce aucune force, va tout droit. Point. Dans l'espace-temps. Ouais. Juste là, quand vous définissez tout droit, quand vous définissez l'espace-temps, on se réfère quand même à un référentiel. Il y a le référentiel où t est comme ça, le temps est comme ça. J'ai l'impression que ce que vous dites, c'est que c'est tout droit dans n'importe quel référentiel. Et c'est ça, parce qu'en fait, le référentiel, c'est juste un choix de système de coordonnées. Je peux choisir à la place ces coordonnées-là, x', t'. N'empêche, la courbe est une droite. Alors évidemment, à chaque t', ce sera un x' qui ne sera pas le même qu'au même t. Voilà, ce sera d'autres coordonnées. Mais c'est une droite, c'est une droite. Donc on a une description intrinsèque, ce qui ne fait absolument pas appel au système de coordonnées. Ça va tout droit, point. Alors, vous me direz, quand on dit v égale constante, ça ne fait pas appel à un système de coordonnées puisque c'est un vecteur. Le vecteur, il est ce qu'il est. Oui, mais là-dedans, il y a caché le temps. dr sur dt. Et ça, soit on a un temps absolu newtonien, on a un temps extérieur qui n'a rien à voir avec le monde, c'est juste un truc qui rythme, enfin qui permet d'assigner à chaque événement un instant comme ça de l'extérieur. Mais il se trouve que ce n'est pas le cas, justement, c'est la découverte de l'espace-temps. Soit ça, en fait, oui, il y a besoin, enfin, ça fait appel à une coordonnée extérieure. Si c'est ça, c'est arbitraire. Et d'ailleurs, sans surprise, les nouvelles lois de la physique en relativité restreinte, c'est pas dv sur dt égale f, parce que ça, c'est un objet d'un espace à 3 dimensions, et c'est arbitraire l'espace à 3 dimensions. Si je change le système de coordonnées, c'est un autre espace. En fait, la vraie loi maintenant, je mets 2 flèches pour dire que c'est un quadrivecteur, divisé par des taux, le temps propre, qui est un truc absolu, là. Le temps propre, c'est la distance d'espace-temps, le long de la trajectoire. Rien d'autre. Égale force à 4 dimensions. Donc effectivement, j'ai des équations explicitement indépendantes du système de coordonnées, dès lors que je les écris en termes d'objets qui ne font pas référence aux coordonnées. Ouais. Mais du coup, je comprends pas comment on peut définir une notion de droite intrinsèque à l'espace et qui ne dépend pas du coup de l'endroit où on est, parce que si je me place, par exemple, au voisinage d'un objet très massif, ouais, ou à un autre endroit où, ouais, au contraire, il n'y a aucun objet, bah, une droite, c'est pas la même chose. Alors, qu'est-ce que vous appelez droite? Si vous dites c'est une ligne, une courbe, c'est une ligne dans l'espace-temps telle que, à chaque point, elle va dans la même direction, son vecteur tangent est le même, alors c'est très facile à définir. Si vous savez définir un vecteur tangent, mais on saura. Si vous dites maintenant, une droite, c'est en fait une ligne qui, si on la déforme un tout petit peu, elle est plus longue, eh bien c'est pareil, c'est parfaitement objectif. C'est le chemin le plus court, point. Alors ça peut être le plus long si on change de signe, c'est un détail. Mais... Donc, la notion de droite est une notion intrinsèque. C'est un objet géométrique, il est droit ou il n'est pas droit. Peu importe que moi je repère les points le long de la droite par tel système de coordonnées ou tel autre. C'est sûr que si je prends comme système de coordonnées ça,
l'équation de cette droite, ça va pas être t égale à x plus b. Hein. Mais n'empêche. En fait, ce que je voulais dire, Ouais. c'est en fait, on va définir une notion qui, elle, est toujours la même, mais le résultat, lui, est différent. Le résultat, je veux dire, sa traduction en termes de coordonnées. Oui, mais de même que le cercle, dans un cas, c'était une droite et dans l'autre, c'était un cercle, mais j'aurais pu en faire un ovale. Enfin, voilà. Donc c'est ça, il y a l'objet, et donc c'est pour ça que c'est important de définir intrinsèquement les objets, et il y aura un sens à dire cette courbe est une droite, enfin, cette ligne est une droite. Ok. On a jusqu'à quelle heure? Ah, c'est là maintenant? Alors, juste une seconde. Je voulais parler de la gravitation, mais c'est pas grave, on parlera la prochaine fois. Oui, juste une seconde. Oui, dites. Ah ouais, alors j'aimerais bien, d'autant que si ça se trouve, on aura des craies. Je vais essayer, et si c'est le cas, je vous préviendrai, ou au pire, je mettrai un mot là. Ok, on va essayer. Je crains que ce soit difficile. C'est toujours un enfer, les salles. Mais juste une seconde, je m'assure que j'ai pas un micro-truc à dire. Hein. Non, bon, c'est bon. Ok, donc la semaine prochaine, même heure, même lieu. Peut-être pas même lieu, on verra. Ok.